Mardi 22 août 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, parlons justement de la préparation des Jeux des îles de l'océan Indien 2023. Justement, la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien 2023 débutera à Madagascar d'ici 3 jours. La flamme des Jeux est également à Madagascar, ce qui signifie que ces Jeux se dérouleront bel et bien dans le pays. Les infrastructures sont déjà prêtes pour accueillir les disciplines, des infrastructures qui ont été réhabilitées suivant les normes internationales afin d'accueillir également les athlètes. Reportage. Le stade Al-Arbi a complètement changé de forme après avoir été réhabilité. Ce dernier accueillera la discipline athlétisme. Le piston tartan a été complètement rénové, comme les salles sous les gradins, les toilettes jusqu'au canot d'évacuation d'eau. Le lieu pour le lancer de javelot est également prêt, comme les matériels à utiliser également. Les salles pour les photos finish, mais aussi les clôtures de stade. En outre, des portails y ont été ajoutés et sur les tribunes, les chaises ont été changées suivant les normes internationales pour les stades olympiques. Quant au gymnase Govardhan Konjan, qui accueillera le judo et la lutte, outre la mise en place d'un nouveau tatami, les tribunes ont été dotées de sièges suivant les normes. L'extérieur a été aussi réhabilité. Le gymnase d'Incas aussi été réaménagé et a pris une toute autre forme. Il accueillera la discipline volleyball. Le parquet en bois a été changé en béton, les vitres ont été changées, tandis que l'intérieur et la tribune ont été entièrement rénovés. Et concernant le stade Barry à Mamassen, la piste en tartan est déjà opérationnelle et peut être utilisée pour les entraînements en dehors du terrain. Lancez que Mamassen accueillera également l'athlétisme outre le football. En résumé, nous sommes déjà prêts à 100% pour accueillir les Jeux des îles en matière d'infrastructure mais aussi en matériel. Les athlètes sont déjà enthousiastes et sont enfin prêts pour faire face aux Jeux pour l'honneur de la patrie. Dans la page politique de ce soir, Sitène est né traître et il le restera. En effet, avant de trahir la plateforme IRD, grâce à laquelle il a été élu député en 2019, il avait déjà trahi le HVM sous la bannière duquel il avait également été élu député de Touliar 1 en 2019. Ne respectant aucune éthique politique, le meneur de Miyavato n'est donc pas à sa première trahison et n'hésitera pas à lâcher le parti PSD quant à une autre opportunité favorisant ses intérêts personnels se présentera. Reportage de la rédaction. Traître un jour, traître pour toujours. Ou encore, qui a trahi un jour, trahira toujours. Quelques-uns des nombreux adages qui peuvent s'appliquer à Sitène. Finalement, tous les proverbes et adages relatifs à la trahison s'appliquent à Sitène Ranjana Sulniek, comme le prouvent les faits. Tout d'abord, il a été élu député à Touliar 1 en 2013 sous l'étiquette HVM. Ce parti de l'ancien président Eradon Armapian était donc sa première famille politique. Sentant le vent tourner, Sitène s'empresse ensuite de rejoindre le camp d'Anjrazuelen. En 2019, Sitène est élu député de la même circonscription, mais cette fois-ci sous la bannière IRD, plateforme pro-Anjrazuelen. En 2023, il renie son appartenance à l'IRD en soutenant publiquement qu'il a été uniquement membre de la plateforme Armada, Alliance républicaine de Madagascar. Une plateforme pro-Anjrazuelen qui regroupait des partis politiques proches de celui-ci. Mapar, MMM, Yarakisik, Parti Vert et Liarek. Toujours en 2023, après avoir tâté les pouls de la population à travers une caravane dénommée Miavatour, Sitène est désigné secrétaire national du Parti social-démocrate PSD et annonce sa candidature officielle à l'élection présidentielle. Tous ces faits, à la fois objectifs et vérifiables, mettent en évidence l'inconstance politique de Sitène. Celui-ci n'a pas seulement retourné sa veste vis-à-vis de l'IRD, il a également trahi ses partisans de la circonscription électorale de Touliar 1 qui ont le sentiment d'avoir été trahis. Se prétendant agent du bien, Sitène n'est qu'un vulgaire vagabond de la politique. L'expression « traître un jour, traître toujours » prend tout son sens avec Sitène, et ce n'est pas parce que cet homme de toutes les feintes a été adoubé par Eliana Bezaz,
qu'il fait l'unanimité au sein du PSD, dont l'implosion est à prévoir. Nombreux sont les sympathisants du PSD qui vont quitter ce parti, car ils ne trouvent pas en Sitène les belles valeurs morales prônées jadis par le président Philbert Tirhanen. Au final, en voulant jouer sur tous les tableaux, Sitène vient de perdre le peu de crédibilité qui lui restait. Qui a trahi un jour, trahira toujours. Sitène en est l'exemple vivant. Dans les actualités sociales de ce soir, la signature de convention entre le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat et la Banque malagasy de l'océan Indien s'est tenue hier à Anos. Il s'agit d'une convention dans le but de faire bénéficier de crédits immobiliers pour l'acquisition des logements sociaux pour ceux qui veulent et qui en ont déjà bénéficié. Le système de paiement se fait par vente-location dont le paiement s'étale jusqu'à 18 ans. La facilitation des procédures au niveau du notaire fait également partie de cette convention de partenariat et tous ceux qui ont déjà été tirés au sort peuvent déjà procéder à la demande de crédit immobilier selon les explications. Reportage sur les images de Zara Ranjanso. Le prix d'un logement social duplex comme ceux d'Imirtiatousk est de 40 millions d'ariars et environ. Le prix d'un appartement au sein des immeubles Mour avoisine les 120 millions d'ariars, si le prix des logements extensibles avoisine les 20 millions d'ariars et le terrain pour l'offre un titre un logement est de 2 millions d'ariars environ, selon les explications. Le paiement pour l'acquisition de ces biens se fait par système de vente-location, selon la politique de l'État, afin de faciliter l'accès au logement pour la population. Mais pour ceux qui ont les moyens de payer dans les 3 ans, ils peuvent directement le faire par espèces via l'analogue, tandis que ceux qui doivent le payer petit à petit dans les 10 à 15 ans passent par la banque. Pour ce faire, l'État a mis en place une convention de partenariat avec la Banque malagasy de l'océan Indien à travers le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat pour faciliter l'accès au crédit immobilier. Ainsi, selon le ministre, ceux qui n'ont pas de fonds ou qui n'ont pas les moyens de faire des économies peuvent alors passer par la banque. Cette dernière se chargera du paiement du bien immobilier à travers un crédit remboursable jusqu'à 18 ans. Dans cette optique, la banque établira l'hypothèque avec l'État. La coopération avec les notaires sera également facilitée à travers cette convention, selon toujours les explications. Le taux d'intérêt environne les 10,75% pour ce crédit immobilier. Un taux inférieur au taux moyen des intérêts de la banque pour le secteur privé, selon la directrice générale adjointe de la Banque malagasy de l'océan Indien. Étant donné l'inflation actuelle, ce taux est inférieur à 5% par rapport au taux moyen, souligne-t-elle. Le SENVH appelle également les autres banques à donner la main pour faire bénéficier de crédits immobiliers à la population malagasy pour l'acquisition de ces logements sociaux de l'État. Et parlant gestion des catastrophes naturelles à Madagascar, les dégâts survenus justement dans le pays sont faibles par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres pays après le passage des cyclones successifs dans notre pays. Les instructions du gouvernement ont permis d'établir une stratégie sérieuse de planification et de prévention des dégâts dus aux catastrophes naturelles. L'Union africaine et la SADC ont rencontré aujourd'hui les responsables du BNGRC pour un partage d'expériences, notamment dans la gestion du cyclone Freddy qui a traversé la Grande Île cette année. Reportage de Fanjessena Mireille et Yves Janel. Au moins 225 personnes sont mortes au Malawi, 63 au Mozambique et 13 personnes à Madagascar lors du passage du cyclone Freddy dans ces 3 pays en février dernier. Le cyclone Freddy qui est passé 2 fois dans notre pays, sorti en mer vers la fin du mois de février, Freddy, avec ses fortes pluies, est encore revenu sur notre île les 5 et 6 mars 2023. On peut dire que les dégâts laissés par ce cyclone à Madagascar sont peu conséquents par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres pays, en raison de la capacité de Madagascar à gérer cette catastrophe, selon le directeur général du BNGRC, le général Elak Ndjiakad. Pour Madagascar, outre les dotations d'équipement, des aides humanitaires ont été apportées aux sinistrés afin qu'ils puissent se relever à nouveau après les dégâts qu'ils ont subis lors du passage de ce cyclone. La planification et la gestion des catastrophes naturelles relèvent des instructions du gouvernement à travers le BNGRC. Une rencontre s'est tenue aujourd'hui entre les représentants de l'Union africaine et de la SADC avec le BNGRC pour un partage d'expériences et de travail réalisés lors du passage du cyclone Freddy.
De la page fait divers de ce soir, 7 personnes ont été arrêtées par la gendarmerie de la brigade d'Ambouy-Malaz pour détention, vente et consommation de stupéfiants. Un jeune homme a été appréhendé en premier lieu et durant la fouille avec l'utilisation de chiens renifleurs dans la nuit du dimanche dernier, 25 grammes de cannabis ont été découverts. Ce jeune homme a alors dévoilé le lieu de vente qui est dans le Foucontagne appelé Ambouy d'Ambouy-Malaz selon les explications. Ils ont dissimulé les stupéfiants dans les champs et dans des bacs à ordures après la fouille des gendarmes. 1 kg et 300 grammes de cannabis y ont été saisis. Ces 7 personnes sont détenues à la brigade de la gendarmerie d'Ambouy-Malaz en attendant leur déferment. Des actualités internationales de ce soir, l'ancien dirigeant thaïlandais Thaksin Shinawatra, figure aussi clivante que populaire, a été placé en détention dès son retour dans le pays après 15 années à l'étranger pour échapper à des condamnations quelques heures avant un vote au Parlement désignant un nouveau Premier ministre. France 24. Il a été évincé du pouvoir par un coup d'État militaire, c'était en 2006. 17 ans après, Thaksin Shinawatra, 74 ans, est de retour chez lui en Thaïlande, après un long exil qu'il s'est lui-même imposé. Après s'être incliné devant un portrait du roi, il est chaleureusement accueilli par ses partisans, ravis de le voir enfin en chair et en os. Je suis si heureux d'être là aujourd'hui. J'aimerais bien le serrer dans mes bras. Tout le monde a les larmes aux yeux ici. Personnage incontournable de la vie politique thaïlandaise, Premier ministre pendant 5 ans, Thaksin Shinawatra est un dirigeant aussi vénéré que vilipendé. Après son départ du pays en 2006, la justice met un point d'honneur à mettre à mal son héritage. Elle destitue plusieurs gouvernements qui lui sont favorables et évince sa sœur Yingluck du poste de Premier ministre en 2014 avant de dissoudre les partis qui lui sont fidèles. Mais l'entreprise échoue car il se reconstitue et remporte des élections. Aujourd'hui, Thaksin Shinawatra est rangé derrière sa fille, figure de la formation Pheu Thai, la seule en capacité de former un gouvernement. Mais selon les experts, ce retour est en réalité le fruit de négociations en coulisses avec l'armée, qui, malgré sa déroute aux dernières élections, ont réussi à conserver toute son influence politique. Première étape pour Thaksin Shinawatra, la case prison. À peine rentré, il a été conduit sous bonne escorte policière à la Cour suprême, qui lui a imposé une peine de 8 ans derrière les barreaux. Il a été dans la foulée incarcéré à Bangkok, mais difficile de dire combien de temps il restera réellement emprisonné. Et l'État américain de Californie a connu des records de précipitations liés au passage de la tempête tropicale Hilary et certains axes routiers ont été transformés en rivières, notamment autour de Palm Springs, ville coupée du monde. Mais selon les autorités, hier, le pire a été évité. France 24. Ils n'ont pas du tout l'habitude de tempêtes tropicales. La dernière, c'était en 1939. Il y avait eu une centaine de morts. Vous savez, à l'époque, les services météorologiques n'avaient rien à voir. Donc les gens n'avaient pas eu l'information des jours avant. Cette fois-ci, eh bien, tout le monde est resté chez soi. On a reçu sur nos téléphones portables des messages nous demandant de rester à la maison. Toutes ces consignes ont été bien suivies. Et la bonne nouvelle également, c'est que eh bien, l'État de Californie est sorti de sécheresse. Ça fait une dizaine d'années qu'il y avait une sécheresse extrême ces dernières années et cette tempête au plein mois d'août, à un moment qui est habituellement extrêmement sec, combinée à un hiver qui a été déjà extrêmement pluvieux, eh bien tous les réservoirs de la Californie sont au maximum. C'est une bonne nouvelle, même si les experts disent qu'il faut faire attention parce que les phénomènes extrêmes climatologiques vont se poursuivre dans les prochaines années avec le changement climatique. Il y aura plus d'incendies et également plus de risques d'inondation. Et au Canada, la météo des dernières heures a apporté un peu d'espoir aux pompiers de l'Ouest canadien qui luttent contre les incendies extrêmes qui menacent plusieurs villes et ont forcé des milliers d'habitants à évacuer. Toujours un reportage de France 24. Enfin une lueur d'espoir pour ces pompiers canadiens. Après des semaines de lutte incessante contre une série d'incendies ravageurs à travers l'ouest du pays, une météo plus clémente, accompagnée de la pluie, est attendue ce mardi. On a enfin l'impression qu'on avance et non plus qu'on recule. Mais plus d'une centaine de feux sont toujours non maîtrisés et continuent de menacer plusieurs villes dans les provinces de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. À Vancouver, les habitants sont inquiets.
Une fumée épaisse a recouvert la ville et dégradé la qualité de l'air. La Colombie-Britannique, en état d'urgence, concentre près de 400 incendies. Des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées. Tout le monde doit faire sa part, écouter et respecter les restrictions de voyage. Il est crucial que les routes restent praticables, les hôtels disponibles pour les évacuer et que tout le monde fasse attention. La dernière chose dont nous avons besoin est un afflux de touristes gênant les secours. Cette année, 14 millions d'hectares, soit la superficie de la Grèce, ont déjà brûlé au Canada, alors que la saison des feux de forêt est loin d'être finie. Des pompiers mexicains et sud-africains arriveront en renfort cette semaine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention, de votre fidélité. Très bon suite au programme à tous et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.